Les preuves ont montré que la cocaïne était principalement conditionnée dans les maisons de fraternité et que ce conditionnement était effectué par les membres de la fraternité et souvent par des aspirants. Le procureur général de Pennsylvanie vient tout juste d'annoncer une affaire criminelle retentissante contre 14 personnes en lien avec une vaste opération présumée de trafic de cocaïne impliquant d'anciens étudiants de l'université Penn State et des fraternités. Nous avons les preuves présumées, les allégations choquantes et plus de détails sur la façon dont cette affaire s'est déroulée. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, avant de commencer, tous les propriétaires de chats qui nous écoutent, qui ne veut pas que son chat soit en bonne santé et heureux, n'est-ce pas? Leur donner Smalls, c'est la solution. Pourquoi? Écoutez, la plupart des aliments pour chats sur le marché sont faits avec des charges bon marché, des sous-produits de viande et des ingrédients artificiels. Et la vérité, c'est que la santé de votre chat en paie le prix. C'est comme ça. Mais Smalls, c'est différent. Leurs recettes sont faites avec des ingrédients sans conservateur, 100% propres à la consommation humaine, que vous pourriez trouver directement dans votre réfrigérateur. Écoutez, les chats dépendent des protéines pour leur énergie. Ils ont aussi besoin de beaucoup d'hydratation pour rester en bonne santé et en forme. Et Smalls contient au moins 80% de protéines animales et leurs ingrédients frais sont cuits en douceur pour conserver tous leurs nutriments, leur hydratation et leur saveur. 88% des propriétaires de chats rapportent qu'après avoir nourri leur chat avec Smalls, ceux-ci ont une meilleure digestion, un pelage plus brillant et plus d'énergie pour jouer. Les experts en parlent aussi avec enthousiasme. Forbes a classé Smalls comme la meilleure nourriture pour chats dans l'ensemble. Les critiques de BuzzFeed ont rapporté que leurs chats sont devenus fous de ce produit. Donc, la santé de votre chat commence par ce qu'il mange. Essayez Smalls. Bénéficiez de 60% de réduction sur votre première commande, ainsi que la livraison gratuite et des friandises à vie lorsque vous allez sur smalls.com/sidebar. Entre 2023 et 2024, de grandes quantités de cocaïne ont été acheminées de Philadelphie et de New York vers State College, où elles étaient coupées et emballées pour être vendues principalement aux étudiants de Penn State. Les deux principaux trafiquants, le sommet de la chaîne, si vous voulez, étaient des membres chevronnés des fraternités Delta Upsilon et Sigma Chi. C'est le procureur général de Pennsylvanie, Dave Sunday, qui annonce des poursuites pénales contre 13 anciens étudiants de l'université Penn State et le père d'un étudiant. Donc, on parle de 14 personnes au total, tous en lien avec cette opération présumée de trafic de cocaïne qui se déroulait à travers 2 maisons de fraternité hors campus. Et comme cela a été expliqué lors de la conférence de presse d'hier et sur le site web du procureur général, Agostino Abatiello et Thomas Robinson sont accusés d'être au sommet, les gros bonnets, les principaux fournisseurs qui faisaient ces voyages à Philadelphie et à New York pour ces grandes quantités de cocaïne. Et comme nous allons le voir, c'est ce prétendu voyage, cette prétendue sophistication, cette prétendue complexité qui s'ajoute au chef d'accusation. Maintenant, gardez tout cela en tête, d'accord? Parce que j'ai beaucoup plus de détails provenant d'un dossier judiciaire dont je vais parler, d'accord? Et comme je vous l'ai promis auparavant, je pense que l'un des aspects les plus choquants de cette affaire, c'est cela. Les aspirants. Donc les aspirants d'une fraternité. Vous savez, les étudiants de première année qui essaient d'être acceptés dans une fraternité. Qu'on leur aurait soi-disant demandé de couper et d'emballer la cocaïne. Maintenant, voici une meilleure idée des accusations telles qu'elles ont été présentées à un grand jury. Rappelez-vous, pour un grand jury, le seuil est vraiment bas pour retenir des accusations criminelles, n'est-ce pas? Il doit y avoir un motif raisonnable suffisant. Mais je veux que vous écoutiez ceci et que vous écoutiez très attentivement. Non seulement les allégations ahurissantes en général et les accusations, mais surtout celles contre le père, que nous pensons être Paul Robinson. Agostino Abatiello, Thomas Robinson et deux autres, Mohamed Hawabi et Laz Zeffat, sont accusés d'organisation criminelle parce qu'il s'agissait d'une opération coordonnée et organisée de trafic de cocaïne, avec des voyages réguliers vers ces villes d'approvisionnement et de grandes quantités de cocaïne ramenées dans ces fraternités. Ils sont également accusés de complot, de manipulation de profit issus d'activités illégales et d'infractions connexes. Une cinquième personne, Robert Zanola, est accusé de crime, de corruption, de complot criminel et d'utilisation criminelle de moyens de communication, ainsi que de délits connexes. Ce sont les 5 principaux trafiquants. Les 8 autres prévenus d'âge universitaire ont été inculpés de délits mineurs pour possession de drogue et de matériel associé. La seule personne inculpée qui n'est pas étudiante est le père de Thomas Robinson, Paul Robinson, que nous accusons d'avoir pris des mesures pour dissimuler des preuves, notamment un coffre-fort contenant de la drogue et de l'argent liquide, et d'avoir entravé cette enquête. Et le procureur général Sunday a souligné au moins 2 fois lors de cette conférence de presse
que malgré la gravité et la sévérité de ces accusations, et nous parlerons des preuves dans un instant, tous ces acteurs, tous ces prévenus sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Et je vais parler des preuves présumées dans un instant. Mais mon Dieu, waouh, n'est-ce pas? Et quand j'ai entendu, disons, que des personnes de second plan étaient inculpées de délits mineurs, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'accord, avons-nous des témoins potentiels qui coopèrent? Des infractions de moindre gravité? Peut-être des accords de plaidés coupables en préparation? Peuvent-ils être ce lien? Vont-ils témoigner contre les gros poissons, les organisateurs, les fournisseurs? Je veux que vous gardiez cela à l'esprit quand nous parlerons de ce dépôt au tribunal dans une minute. Mais quand vous avez une opération aussi complexe, il s'agit d'attraper les cerveaux, n'est-ce pas? Ceux qui ont tout organisé. Mais pour être clair, les personnes inculpées sont Agostino Abatiello, Thomas Robinson, Mohammad Arabi, Lars Zeffat, Robert Zanola, Liam Smith, Michael Brogno, Caden Howe, Connor Hurley, Seth Beardsley, Kyle Ridpath, Daniel Price, Charles Wiseman et Paul Robinson. Mais il y a quelques autres détails intéressants issus de cette conférence de presse. Tout d'abord, pourquoi ne voyons-nous des inculpations que maintenant? Alors que les inculpations remontent à 2023, ou du moins l'enquête. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Certains pourraient se demander pourquoi ces personnes n'ont pas été arrêtées plus tôt si elles brassaient une telle quantité de drogue. Donc, les incidents se sont produits au cours de 2023 et 2024, et c'est à ce moment-là, évidemment, que nous avons été impliqués. Les enquêtes de cette nature prennent du temps. Elles sont très détaillées. Et ce que nous voulions faire, c'était nous assurer de prendre le temps d'arrêter tous ces individus afin de faire de notre mieux pour éradiquer cette organisation criminelle et l'empêcher de continuer à vendre de la cocaïne à l'avenir. Et lorsque Sunday a été interrogé sur les accusations de bizutage concernant les nouveaux membres, qui aurait reçu l'ordre de faire tout cela? Il a répondu qu'il s'agissait d'une enquête en cours. Il laisse donc peut-être la porte ouverte à de futures accusations. Qu'en est-il de la responsabilité de l'école, de ce que l'école savait? Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions concernant l'université à propos de ses étudiants et de ce comportement. Il s'agit d'un comportement criminel très grave. Il n'y avait rien de juvénile ou d'enfantin dans ce type de comportement. Il s'agissait d'une organisation de trafic de haut niveau pour cette région de Pennsylvanie. En fait, plusieurs témoins ayant témoigné devant le grand jury ont qualifié Battiello du plus grand trafiquant de cocaïne auprès des étudiants de l'université Penn State. Concernant la connaissance ou les actions de l'université en réponse à ce comportement, compte tenu de la nature confidentielle des procédures du grand jury et des poursuites en cours, je peux dire ceci. Nous n'avons entendu parler d'aucun conditionnement de drogue sur le campus de Penn State. Encore une fois, le conditionnement a eu lieu dans des résidences de fraternité situées hors du campus. Et le trafic de drogue proprement dit se faisait principalement d'amis à amis, d'un membre de la fraternité à un autre, de connaissance à connaissance, et dans les résidences de fraternité ou lors de fêtes ou d'événements sociaux. Il me semble que cela suggère que l'université pourrait être dissociée de tout cela. Mais peut-être qu'une question pourrait se poser sous la forme d'une action disciplinaire ou même d'un litige. Je veux dire, le New York Post rapporte que Penn State a suspendu Delta Upsilon pendant qu'elle enquête sur ces allégations.
Penn State a également annoncé que Sigma Key n'est pas reconnu par l'université et fonctionne en fait en dehors de sa supervision. Andrea Dewauer, la vice-présidente aux affaires étudiantes de Penn State, a publié la déclaration suivante, je cite, « Nous sommes horrifiés par ces allégations graves visant des étudiants actuels et anciens. Les activités criminelles, y compris le bizutage de ce type, n'ont pas leur place dans notre établissement, et nous coopérerons avec les forces de l'ordre de toutes les manières possibles. Nous continuerons à renforcer nos efforts en matière de santé, de sécurité et de sensibilisation au bizutage pour toutes nos organisations. » Mettez cela de côté. Donc, accompagnant cette annonce, il y avait la publication d'un affidavit exposant les motifs plausibles et d'un relevé des constatations de faits du grand jury. Je veux vous en lire des extraits. Parce que cela donne beaucoup plus de détails sur la façon dont toute cette affaire s'est déroulée. Comment les personnes ont fait l'objet d'une enquête, les preuves potentielles et plus de détails sur cette enquête. Donc, il est écrit, je cite, « Le grand jury enquête sur une affaire qui a commencé en septembre 2024, dans laquelle le détective Donald Paul, du département de police de State College, a lancé une enquête sur un réseau de distribution de cocaïne opérant à State College en Pennsylvanie. Au début de l'enquête, le détective Paul a pu recruter un informateur confidentiel, l'informateur CI, qui a effectué plusieurs achats contrôlés de cocaïne auprès d'un individu dont les sources étaient associées à 2 fraternités de l'université Penn State, Delta Upsilon et Sigma Chi. Le détective Paul a expliqué au grand jury qu'un achat contrôlé est une méthode utilisée pour acheter des drogues illégales en utilisant un informateur confidentiel qui est sous le contrôle des forces de l'ordre. C'est exactement ce à quoi je m'attendais dans cette affaire. C'est ce à quoi je m'attendais en écoutant cette conférence de presse du procureur général Sunday. Utiliser un informateur confidentiel ou des informateurs comme celui-ci, c'est essentiel. C'est essentiel pour comprendre comment une opération présumée a fonctionné. Qui était impliqué? Cela crée ce lien de connexion. Vous pouvez obtenir les substances en question, les tester, remonter à qui achète, qui vend, qui fournit. C'est un lien. C'est ce dont vous avez besoin dans une organisation complexe. Le document continue. Après plusieurs achats contrôlés, le détective Paul ainsi que le service de police de State College ont arrêté Thomas Robinson qui vendait de la cocaïne depuis la fraternité Delta Upsilon. Robinson a été inculpé pour les livraisons faites à l'informateur confidentiel ainsi que pour les objets saisis après l'exécution de mandats de perquisition dans sa chambre à la fraternité. Au fait, un avocat de la défense essaiera de, vous savez, s'attaquer au mandat de perquisition, s'attaquer à l'informateur confidentiel et aussi aux circonstances entourant cette transaction. Qui a initié quoi? Des choses comme ça, juste pour rester vigilant. Je cite, « Un total de 6 achats contrôlés ont été effectués auprès de Robinson entre septembre 2024 et décembre 2024. La fréquence compte. Les drogues ont été envoyées au laboratoire de criminalistique de la police d'État de Pennsylvanie pour analyse. C'est ce dont j'ai parlé précédemment. Les drogues vendues par Robinson ont été confirmées comme étant de la cocaïne. Et le poids total entre les achats contrôlés et la saisie dans la chambre de Robinson s'élève à 73,8 grammes de cocaïne. Après l'arrestation de Robinson, c'est un point clé, il a coopéré avec les forces de l'ordre et a donné des informations sur sa source de stupéfiants illégaux. Robinson a dit à la police qu'Agostino Abatiello, qui était étudiant à Penn State et membre de la fraternité Sigma Chi, était sa source de cocaïne. Robinson a expliqué qu'il avait obtenu de la cocaïne auprès d'Abatiello à de nombreuses reprises. Donc maintenant, vous avez une confirmation présumée qu'il s'agit bien de cocaïne et la coopération signalée d'une figure clé dans cette affaire. Encore une fois, je reviens à l'idée d'un accord potentiel pour un témoignage, si c'est envisagé. Mais vous avez des aveux présumés, des déclarations, et même si elles pourraient être contestées par les avocats de la défense qui essaieraient de les faire exclure du procès, on pourrait dire qu'il s'agit de preuves potentiellement accablantes, n'est-ce pas? Surtout s'il s'agit d'entretiens enregistrés avec Robinson. Mais pour vous donner une idée de ces achats présumés, il est dit, je cite, « Il a détaillé 6 transactions plus importantes qui ont eu lieu entre janvier 2024 et septembre 2024. Les 2 premiers achats de cocaïne auprès d'Abatiello portaient sur 6 à 8 onces à chaque transaction. Le 3e achat a eu lieu vers le 19 mars 2024, lorsque Robinson a acheté 500 grammes à Abatiello pour 18 000 $. La date a été confirmée grâce à une photo sur le téléphone de Robinson où plusieurs aspirants de Delta Upsilon aidaient Robinson à conditionner la cocaïne dans de petits sachets pour la distribution. Nous ne savons pas exactement ce que montre cette photo. Mais si elle est censée montrer ce qu'ils prétendent,
Vous voyez à quel point cela pourrait être une preuve importante, une preuve convaincante. Et en particulier les métadonnées, qui permettent de déterminer quand la photo a été prise. Et en ce qui concerne le paiement, en ce qui concerne la trace de l'argent, gardez cela à l'esprit aussi. Je vais y revenir. Citation. Le dernier achat de drogue de Robinson auprès d'Abatiello a eu lieu vers septembre 2024, lorsqu'il a acheté 1 kg supplémentaire de cocaïne pour 22 000 $. Beaucoup d'argent ici. La date a été confirmée parce que la vente a eu lieu un week-end où Penn State disputait un match de football à domicile. Voici maintenant la partie où le grand jury énumère les liens présumés entre les protagonistes, les prévenus. Citation. Robinson a expliqué qu'il a rencontré Abatiello pour la première fois par l'intermédiaire de Muhammad Arabi, que j'ai mentionné précédemment. Arabi était l'un des frères de fraternité de Robinson à Delta Upsilon. Arabi a initié Robinson à la cocaïne pour la première fois à la maison de la fraternité. Vers 53 décembre 2022, Arabi a commencé à vendre de la cocaïne à d'autres frères de la maison, après avoir pris la relève d'un autre frère de la fraternité. En juillet 2023, Arabi a approché Robinson et lui a proposé de devenir partenaires commerciaux dans la distribution de cocaïne. Lorsque Robinson et Arabi sont retournés à l'école, à l'automne 2023, ils ont commencé à acheter de la drogue ensemble. Au début, Arabi se procurait de la drogue auprès d'Abatiello, puis il a présenté Robinson afin qu'il puisse acheter directement à Abatiello. Arabi a témoigné devant le grand jury qu'à l'automne 2023, donc maintenant, vous parlez d'un témoin qui coopère. Encore une fois, je reviens sur cette idée d'accord de plaidoyer. Il a organisé le premier achat de cocaïne auprès d'Abatiello en utilisant Snapchat, une application de messagerie sur son téléphone. L'accord était d'acheter environ 100 grammes de cocaïne pour 4 000 $. Robinson et Arabi ont tous les deux contribué en espèces pour l'achat. Snapchat, vous parlez d'une éventuelle trace numérique des paiements, de preuves numériques pour l'accusation. Maintenant, les prévenus devraient expliquer le contenu de ces conversations, les paiements, leurs objectifs. Ce sont des preuves clés. Citation. Abatiello a apporté la drogue à Delta Upsilon et a remis 100 grammes de cocaïne à Arabi en échange d'argent liquide. Le plan de Arabi pour la cocaïne était de la reconditionner dans des sachets d'un demi-gramme afin de la vendre pour en tirer profit. Robinson et Arabi touchaient tous les deux une commission sur la vente des sachets de cocaïne. Arabi et Robinson vendaient ensuite les sachets individuels à d'autres membres de la fraternité ou à des amis. Robinson et Arabi communiquaient entre eux chaque fois que les sachets étaient vendus afin de tenir le compte de leurs bénéfices. À mesure que le trafic de drogue prenait de l'ampleur, Robinson a fait appel à des frères de la fraternité pour l'aider dans son opération. À l'automne 2024, Connor Hurley et Michael Bronya, membres de Delta Upsilon, ont aidé Robinson en conditionnant la cocaïne et en livrant des sachets de cocaïne à des acheteurs. De plus, Ryan Matson, qui était décrit comme le meilleur ami de Robinson, faisait également partie intégrante du réseau de distribution de drogue de Robinson. Matson aidait Robinson à récupérer de la drogue auprès d'Abatiello et à distribuer de la cocaïne. Fait intéressant, je ne crois pas avoir mentionné Matson comme l'une des personnes actuellement poursuivies au pénal, n'est-ce pas? Lars Zepfat a été identifié comme un autre partenaire commercial d'Abatiello. Zeb Zepfat était un frère de la fraternité Sigma Chi. Zeb Zepfat et Abatiello étaient de proches amis et travaillaient étroitement ensemble dans la distribution de drogue. Zib Zefa a expliqué qu'il était consommateur de cocaïne et que lorsqu'il est arrivé à Penn State, il avait une source de cocaïne à Philadelphie. Il se procurait de la cocaïne auprès de sa source à Philadelphie, pour lui-même et certains de ses frères de fraternité, y compris Abatiello. Au début, Zib Zepfat et Abatiello achetaient entre 3 onces et demie et 7 onces de cocaïne auprès de sa source à Philadelphie. Après un certain temps, sa source a cessé de lui parler. Alors lui et Abatiello ont cherché une nouvelle source. Abatiello a ensuite trouvé une source dans sa ville natale, à New York, qui pouvait leur fournir de plus grandes quantités de cocaïne. Zepfat a témoigné, encore une fois, peut-être un autre témoin coopérant, qu'une fois qu'une source a été trouvée à New York, vers le printemps 2023, Abatiello a effectué un gros achat de 100 grammes de cocaïne. Une fois qu'il a effectué ce gros achat, Zepfat a décrit un changement chez Abatiello. Et il était clair pour lui qu'Abatiello vendait désormais de la drogue pour en tirer profit, plutôt que de s'en procurer pour lui-même et quelques amis. Abatiello a élargi son activité de vente de cocaïne au-delà de la maison de la fraternité, et s'est étendu à d'autres fraternités et étudiants. À une autre occasion, au printemps 2023, Abatiello a demandé à Zib Zepfat et Robert Zanola, un autre frère de Sigma Chi, de faire un voyage avec lui à New York pour refaire son stock de cocaïne. À l'époque, Zanola achetait déjà de la cocaïne à Abatiello. Abatiello a proposé à Zanola entre 500 et 1000 $ pour faire le voyage afin d'aller chercher de la cocaïne. Zepfat a déclaré qu'Abatiello payait la moitié du prix d'achat avant le voyage et que Zanola payait le reste en espèces. Zepfat et Zanola ont fait 3 voyages pour acheter de grandes quantités de drogue pour Abatiello. Ils se rendaient à un endroit en fonction d'une adresse donnée par Abatiello. Un homme remettait un sac contenant de la cocaïne à Zepfat ou à Zanola, puis il retournait à State College
et remettait le sac à Abatiello. Zefat et Zanola recevaient un paiement d'Abatiello pour avoir fait le voyage, soit en espèces, soit sous la forme d'un prix réduit pour la cocaïne. Zefat a expliqué qu'après qu'Abatiello ait obtenu une grande quantité de cocaïne, il apportait la drogue à Sigmaki et demandait à d'autres frères et nouvelles recrues de l'aider à préparer et emballer la cocaïne pour la revente. Lorsque Zefat et Zanola revenaient avec une cargaison de cocaïne pour Abatiello, il utilisait des frères de la fraternité ou ses colocataires, lorsqu'il a ensuite déménagé dans un appartement hors campus, pour aider à couper la cocaïne et à la conditionner en petite quantité pour la distribution. Donc ce que vous voyez dans ces allégations, c'est le niveau de sophistication, le schéma, les déplacements, l'argent, les paiements, l'organisation. Ce qui aiderait à étayer les accusations, comme nous l'avons mentionné précédemment, crime grave, organisation corrompue, association de malfaiteurs, qui est essentiellement un accord criminel, et le trafic des produits d'une activité illégale. Citation. Zefat a déclaré qu'entre 2023 et 2024, Abatiello était le plus grand distributeur de cocaïne à l'université Penn State. Wow. Il a déclaré qu'Abatiello se vantait de l'argent qu'il gagnait en vendant de la cocaïne. À qui aurait-il fait ces déclarations? Pourrait-il être des témoins? Zefat a expliqué qu'Abatiello lui avait prêté 1500 dollars afin que lui et d'autres membres de la fraternité puissent participer à un voyage pendant les vacances de printemps. Zefat a déclaré qu'Abatiello l'avait ensuite forcé à livrer de la cocaïne pour lui lorsqu'il n'a pas pu rembourser le prêt. Je me demande aussi si tout cela est documenté dans des messages textes. Zefat a mentionné d'autres personnes, dont Andrew Hacker, qui devait des milliers de dollars à Abatiello après avoir contracté un prêt auprès de lui. Hacker était une autre personne qui vendait de la cocaïne pour Abatiello. Et je me demande, plus il y a de personnes qui sont connectées, affectées, prétendument impliquées ou en contact avec Abatiello, plus il y a de témoins potentiels dans cette affaire. Citation. Hacker a commencé à acheter de la cocaïne à Abatiello à la fin de l'automne 2023, au printemps 2024, après être devenu membre de la fraternité Sigma Chi. Hacker a décrit Abatiello comme l'un des plus gros trafiquants de drogue à Penn State. Hacker a commencé à vendre de la cocaïne pour Abatiello afin de gagner un peu plus d'argent. Hacker a expliqué qu'il utilisait souvent Cash App pour payer Abatiello pour la cocaïne qu'il distribuait, et il estimait que le montant total de ces transactions s'élevait à environ 30 000 dollars. Au total, cependant, Hacker pense qu'entre les transactions en espèces et les transactions numériques, il a payé à Abatiello plus de 50 000 dollars pour des drogues. Cash App, preuve numérique, dossier numérique. Encore une fois, cela pourrait être difficile pour un avocat de la défense. Innocent jusqu'à preuve du contraire, mais on parle simplement de preuves potentielles ici. Voici maintenant comment ce document se conclut. Je cite. Plusieurs témoins ont déclaré devant le grand jury avoir acheté de la cocaïne à plusieurs reprises auprès d'Abatiello pendant leur séjour à Penn State entre janvier 2023 et août 2024. Beaucoup des témoins ont également aidé ou observé Abatiello préparer de la cocaïne pour la vente en la répartissant d'un plus gros lot en petits sachets individuels pour la distribution. Le consensus parmi les témoins, et d'ailleurs nous ne savons pas combien ont témoigné, mais le consensus parmi les témoins qui ont témoigné devant le grand jury est que Abatiello était le principal revendeur de cocaïne à Penn State pendant cette période, et il gagnait des sommes considérables dans ce trafic. Abatiello a continué à distribuer de la cocaïne parmi ses amis jusqu'en février 2026. De plus, lorsqu'il a appris que des personnes étaient interrogées par les forces de l'ordre au sujet du trafic de drogue à Penn State, il les a suppliés de ne pas parler de son implication. Je ne sais pas comment il compte prouver cela, mais s'il y a des communications quelconques ou un témoignage, écoutez, c'est un ensemble d'allégations profondément troublant. Au fait, je peux vous dire tout de suite, ça vient de sortir, que selon CBS 4 News, les enquêteurs disent que M. Abatiello s'est rendu aux autorités, qu'il a comparu devant le tribunal pour plusieurs chefs d'accusation, pendant que nous parlons. Possession de drogue, accusation de complot. Il rapporte également que, selon les dossiers judiciaires en ligne, Abatiello est maintenant détenu sans possibilité de libération sous caution. Je ne vois pas, au moment de cet enregistrement, de déclaration de son avocat ou de ses avocats, mais nous verrons. Je veux cependant revenir un instant sur le procureur général Sunday lors de cette conférence de presse, où il a expliqué pourquoi c'est un sujet aussi important. Que dire aux parents qui s'inquiètent à ce sujet? En ce qui concerne les parents qui pourraient regarder ceci et penser à ce qui se passe à l'école, je veux simplement dire ceci. Il n'existe aucune ville, aucun comté, aucune communauté qui n'ait pas à faire face à des problèmes comme la consommation ou le trafic de drogue, la dépendance et d'autres choses de ce genre. C'est quelque chose qui se produit partout dans notre pays et partout dans le monde. Cela étant dit, nous prenons cela très, très au sérieux. C'est pourquoi nous avons mené cette enquête. C'est pourquoi nous avons engagé les poursuites que nous avons engagées.
Et je dirais que non seulement nous avons déposé ces accusations, mais je vous promets que nous serons vigilants. Pour les étudiants qui envisagent d'aller à l'université, d'être loin de chez eux pour la première fois et d'avoir l'opportunité de faire un peu ce qu'ils veulent, ils doivent comprendre que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des conséquences à leurs actes. Et ce n'est pas parce que vous êtes à l'université que vous gagnez de l'argent et que vous pensez pouvoir vous en tirer. Ce n'est pas le cas. C'est extrêmement grave. Les forces de l'ordre prennent cela très au sérieux. Et nous continuerons à enquêter et à poursuivre en justice les personnes qui décident de vendre de la drogue sur les campus universitaires. D'accord. Quel rebondissement. Je devais vous en parler. C'est une grande nouvelle choquante. Une série d'allégations. Encore une fois, ils sont tous innocents jusqu'à preuve du contraire. Mais, mon Dieu, ça fait beaucoup à digérer. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre, sur X, Instagram, mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine tout le monde.